Something about you is different. Some kind of energy's missing with all the chemicals in my brain. Feel the temperature rising. That look in your eyes paralyzing. Forever you'll never leave in my veins. Heart is racing here now. Never wanna wait out. I want you right up to the end. You know what I'm feeling, even if it doesn't make sense. You don't have to guess. No, you're a mind reader. Something about you is different. Some kind of energy's missing with all the chemicals in my brain. Feel the temperature rising. That look in your eyes paralyzing. Forever you'll never leave in my veins. You know what I'm feeling, even if it doesn't make sense. You don't have to guess. No, you're a mind reader. The feeling ain't the same no more. The feeling ain't the same no more. The feeling ain't the same no more. No more, no more, no more, no more, no more. The feeling ain't the same no more. No more, no more, no more, no more, no more.
Salut, salut, bienvenue sur Open, sur Another Homepage. Allez, on la refait. Salut et bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils et aujourd'hui, eh bien, j'en profite. Il se trouve que j'ai un peu de temps et je me suis dit qu'un petit stream imprévu, improvisé, serait une bonne idée. Et il se trouve que j'en profite pour piquer le concept de stream open bar 10 000, que je ne peux que vous recommander d'ailleurs de suivre. Mais sauf que moi, eh ben, c'est Team Grenadine. Voilà. Donc, en cette période estivale, n'oubliez pas de vous hydrater, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en supposant qu'il y ait du monde? Hey, salut The Vengeur! J'espère que ça va, j'espère que t'as pas trop chaud. Comme d'habitude, j'espère en tout cas que ça va bien. Je commencerai justement. T'as des choses à raconter? Bah écoute, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Ça tombe bien, moi ça a été toute une aventure pour lancer le stream, donc il y aura des choses à raconter. Tu nourris... Oh bah oui, ta fille d'abord. Oui, remarquez, c'est vrai qu'il est quasiment 19h. Alors moi je vais d'abord boire, et puis on verra combien de temps dure le stream. À la base, j'espérais le lancer plutôt vers 18 et quelques, 18h30. Mais justement, des petites blagounettes techniques dont on parlera m'en ont empêché. Alors, il y aura effectivement au sommaire la petite blagounette technique qui m'a retardé dans mon envie inopinée de stream. Et puis, j'ai commencé aujourd'hui à installer un Proxmox. Je me suis dit que c'est... Alors je sais que... alors je veux pas marcher sur les plates-bandes d'autres streamers. Je crois que Yorzian prévoit de faire du Proxmox demain. Donc je sais pas si ça vaut la peine que moi j'en fasse. Je le ferai probablement moins bien que lui parce que moi je connais absolument pas Proxmox. Et si vous voyez le blanc là qui vient d'arriver sur mon visage, c'est parce que j'ai ouvert une page blanche. Marrant, c'est exactement dans le thème que je suis là. Bah écoute, c'est très bien ça, c'est cool. Bien. On va peut-être attendre un petit peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Comme ça en plus toi ça te laisse le temps de nourrir la petite. Alors je vais commencer d'ailleurs avec un autre truc. Je suspecte, mais il faudra que je vérifie si c'était pas lié à mes blagues qui m'ont empêché de streamer. Il y a peut-être moyen de vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Ceci est un câble HDMI que je vais relier à ma carte d'acquisition, à mon périphérique USB d'acquisition, HDMI input, ici, voilà. Salut Dino! Bah écoute, justement, je me suis dit que j'allais faire un petit stream un peu inopiné. Donc je ne vais pas faire les sujets habituels, parce que comme ça permet que par rapport au planning habituel, ça permettra aux habitués de ne pas louper quelque chose. Alors, est-ce que si je branche ça fonctionne? Hop là. Ah mais c'est qu'il l'a déjà en fait. Ah oui d'accord, c'est pas le... Ah mais... Hop, et me revoilà. Donc. Alors déjà, j'ai retrouvé à la dernière minute, j'ai retrouvé une playlist sur Spotify qui est en mode copyright free, DMCA free. On va voir bien ce que ça donne. Hein. Si ça se trouve, je me referai strike. Enfin, non, je n'ai pas été strike, mais si ça se trouve, j'aurai des soucis. Il faudra vraiment que je mette en place cette piste séparée. Et si je lance
peux lancer Cheese ou est-ce qu'il va pas vouloir? Ah non, il me le fait. Ah zut. Bon, je pense que ma carte d'acquisition, ma carte HDMI d'acquisition, elle est HS, je pense. Parce que j'ai essayé de changer de câble HDMI dans l'après-midi, mais si je vous montre ce que ça donne actuellement, ça fait ça. RIP. RIP. Dommage. C'est ce qui fait que... alors, hop là. C'est un peu dommage. Bon, je m'en étais servi un peu quand même, hein, mais en fait, alors cette carte HDMI, en gros, la raison pour laquelle je voulais m'en servir dans l'après-midi, c'est que je voulais installer un Proxmox sur une petite machine que j'ai là. Vous savez, la machine, c'était laquelle? C'est celle avec laquelle j'avais fait les streams d'automatisation, d'installation de certains trucs. J'avais fait, je crois, du Kickstart et un peu de... où je voulais réinstaller depuis une machine existante. Et j'avais fait des essais en machine virtuelle et sur une machine physique. Et cette machine-là, c'est un petit PC industriel qui n'a pas de ventilateur, qui est ma foi fort utile quand il est là, quand je l'allume. Et en gros, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû brancher sur un écran finalement. Et cet écran-là, c'est mon écran là. Voilà. Donc ça m'embêtait un peu, et puis j'aime bien utiliser justement Cheese en lieu et place de brancher sur un écran grâce à la carte de capture. Et surtout, je suis en train de me dire qu'avec la carte de capture qui est fatiguée, à moins que ce soit le câble USB. Ah, mais alors je sais pas comment je vais tester avec le câble USB. Bon, faudra que je teste. Peut-être que je change de port USB, que j'essaye avec un autre câble. Malheureusement, le câble a l'air un peu... c'est un USB type A, des deux côtés, mal en plus. Donc c'est un peu tout nul. Ce genre de câble, c'est beaucoup moins... comment dire? C'est un peu plus rare, entre guillemets. C'est inhabituel comme typologie de câble USB. Et toi, Dino, quoi de neuf? Quoi de neuf? N'hésitez pas s'il y a des gens qui ont envie de raconter des choses. Alors, est-ce que j'ai toujours accès à mon Proxmox? Alors, ça, non. Hop là. Alors forcément, tac. Ah bah si, j'y ai accès. Tada. Hop. Alors ça me fait marrer. On nous comment dire, on nous dit ouais, Proxmox c'est libre, ces trucs. Mais en attendant, le gros truc quand on démarre, c'est au fait, ça t'embêterait de passer à la caisse? Subscriptions, ouais, tout de suite. 325$ par an et par CPU socket. Ah, Community, 105$. Oui, c'est pour le support seulement. C'est pour le support seulement, mais du coup, c'est un peu... Alors, je crois qu'il y a des gens qui ont des techniques, mais genre, faut aller bidouiller dans la page d'admin, et puis forcément, la page d'admin, elle est réinstallée à chaque update. Ah tiens, d'ailleurs, il est en dark mode. J'avais pas fait gaffe. Je l'avais mis dans un autre navigateur cet après-midi. Ah non, dark mode aussi, tiens. J'aurais juré l'avoir vu en mode clair. Les problèmes de licence. Ah, toi qui aimes Red Hat, tu dois... D'ailleurs, l'actu Red Hat du moment, alors je sais pas si The Vengeur, toi tu as vu passer, Dino aussi,
il se trouve que il y a eu une actualité sur Red Hat, actualité qui a été assez comment dire, abordée sur le live de Yves, de Yorzian. Donc, je vous invite à aller voir le replay de Yorzian. Tiens, on va lui faire un petit shootout d'ailleurs. Alors forcément, j'ai pas de correspondance parce qu'il est pas sur la... Est-ce que je peux faire retourner sur Twitch? On va muter l'onglet. Hop. Et si je cherche... Hop. Et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Mais je vais même vous filer le lien direct vers le... Alors, si je fais vidéo... Alors, en gros, l'actualité, c'est qu'en fait, dans les grandes lignes, Red Hat a changé les conditions d'accès aux sources de RHEL. En gros, ce qui se passe, c'est que depuis maintenant quelques années, depuis que Red Hat a, entre guillemets, comment on peut dire, depuis qu'ils ont, on va dire, j'ai pas envie de dire racheté CentOS, parce que j'aurais tendance à dire peut-être pris le contrôle du projet CentOS, il y a eu du changement. Salut Snax. Et en fait, le changement, je me rends compte d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ce soir. Alors c'est soit j'ouvre derrière et je me retrouve cramé. Bref, où en étais-je? Oui, donc le projet CentOS a été, on va dire, plus ou moins acquis, contrôlé par Red Hat. Et il y a eu du changement à ce moment-là, c'est-à-dire que là où CentOS était un downstream de Red Hat, c'était un projet aval, c'est-à-dire que RHEL sortait et c'était les sources de RHEL qui permettaient de faire CentOS. Eh bien, il y a eu une pirouette et depuis lors, c'est le projet CentOS qui fournit une distribution qui ne s'appelle plus CentOS mais qui s'appelle CentOS Stream. Et cette CentOS Stream, elle n'a plus exactement les mêmes caractéristiques que RHEL. Et donc RHEL devient le projet aval de CentOS Stream et donc se base sur CentOS Stream pour exister. Salut Zeu, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien, d'ailleurs Snax aussi, j'espère que tu vas bien, et j'espère que vous pensez à vous hydrater. Et donc ça c'était il y a quelques années, et là l'annonce qu'a fait Red Hat entre autres, c'est de dire que le coup qu'a fait Red Hat là récemment, c'est de dire, eh bien, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les sources de RHEL, puisqu'après tout c'est donc du Linux plus des logiciels libres, eh bien, les sources de RHEL avant elles étaient plus ou moins accessibles à tout le monde. Et là Red Hat dit, bah maintenant ça n'est accessible qu'à nos clients. Et si jamais vous voulez les sources entre guillemets sans avoir à être client de Red Hat, ben c'est CentOS Stream. Mais il y a malgré tout quelques différences entre CentOS Stream et RHEL. Donc forcément, des gens qui utilisent du Rocky Linux, de l'Alma Linux, potentiellement de l'Oracle Linux, ben... Alors je suppose que des gens comme Alma ou Oracle, d'après ce que j'ai compris, ils ont peut-être des partenariats commerciaux avec Red Hat, donc il y a peut-être moyen de moyenner. Et encore, ça me surprendrait quand même. Mais très clairement, ouais, je crois que Rocky Linux, ils aiment pas trop l'annonce. Rocky se dit confiant pour l'avenir. J'ai l'impression que les gens qui font Rocky Linux ne sont pas en odeur de sainteté chez les gens de chez Red Hat.
Après, il y a plusieurs... comment dire? Il y a plusieurs manières de voir les choses, mais j'ai pas envie de refaire quelque part le stream de Yorzian. Ça n'empêche que si c'est le cas, ça me surprend. Chavenet, ça me surprend parce que quand Oracle a lancé son Enterprise Linux, sa rebuild de RHEL, je sais que Red Hat était passé un peu en mode... comment dire ils avaient lancé un genre de campagne marketing et ils avaient appelé ça Unfakeable Linux. Parce que justement, Oracle, c'était une recopie. Alors, je sais que Oracle rajoute des trucs quand même dedans. Notamment, ils ont ce qu'ils appellent le Unbreakable Kernel, le kernel où on peut faire les mises à jour sans rebooter. Mais j'imagine qu'avec les produits qui sont certifiés, je pense notamment aux bases de données Oracle qui sont certifiées pour RHEL, oui, il y a des contacts entre Oracle et Red Hat. Tiens, on va peut-être aller voir le blog post de Rocky Linux. Rocky Linux. Communauté, non, à propos. Actualité. Hop, allez, on va le poster là. T'es rentré chez toi un peu tard ou c'est... T'es allé faire la fête et t'es revenu? Bon coup stratégique de RHEL en rachetant CentOS. Dino, oui, effectivement, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Ah, un anniversaire cet après-midi. Ah bah écoute. J'espère que tu en as bien profité, que vous avez bien fêté l'anniversaire en question. Je crois pas que c'était... Oh, remarque, je me rappelle pas de ton anniversaire, donc... Mais si tu dis un anniv, c'était pas le tien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent, les gens de chez Rocky? Prominent Community Driven Open Source. Distribution of Enterprise Linux. Remains confident in its ability to continue as bug for bug compatible and freely available alternative to Red Hat Enterprise Linux despite changes in accessibility. Ok. L'annoncement de Red Hat. Bon, t'as pris l'air, Chavenet. Bon, bah c'est cool. Enfin, 2 annives en fête. Dans le petit groupe d'amis proches avec 2 gamines de presque 1 an et presque 2 ans. Et aidé. Ah ça, les promenades de chiens, j'y ai eu droit cette semaine. Il se trouve que j'ai... entre autres, j'ai hébergé un toutou. Alors... L'annonce de Red Hat indique que les sources de RHEL ne seront plus accessibles depuis git.centos.org. Change l'automatisation qu'ils utilisent pour construire Rocky Linux. Ils ont déjà créé un contournement à court terme et ils sont en train de développer une stratégie à long terme. Il n'y aura pas de changement, pas de rupture pour les utilisateurs de Rocky Linux, collaborateurs ou partenaires. Alors juste pour signaler, parce que pourquoi ils font la différence entre utilisateurs, collaborateurs et partenaires, c'est parce que en gros, si j'ai bien compris, il se trouve que Grégory Kurtzer, le fondateur donc, du projet Rocky Linux, il a une entreprise. Et cette entreprise propose du support sur Rocky Linux en fait. Donc ça fait que techniquement l'entreprise qui en plus embauche des gens pour bosser sur Rocky Linux, quelque part c'est un partenaire, j'ai envie de dire, assez important. Et donc notre Grégory Kurtzer, il dit qu'il croit que l'open source devrait toujours être librement accessible et complètement stable. Ça ne devrait jamais être caché derrière un mur de paiement, si je puis me permettre de traduire paywall comme ça.
et il ne devrait pas être contrôlé par une seule entreprise. Ouais. La décision de Red Hat de limiter la distribution de leurs sources a créé minor inconvenience. On va dire un désagrément mineur pour l'équipe de Rocky Linux, mais avec du développement rapide et un groupe génial, j'ai envie de dire, amazing. Non, pas génial. Formidable. Il n'y a pas de rupture pour les utilisateurs de Rocky Linux. Avancez. En avançant. Ok, d'accord. Merveilleux, oui, effectivement, merveilleux. Merci pour la traduction, The. La communauté Rocky Linux croit fortement en des valeurs d'open source et de collaboration. Ouais. Les contributeurs Rocky Linux ont participé de part responsable à l'écosystème Enterprise Linux, EL et l'Enterprise Linux. Ils ont régulièrement contribué à l'Upstream Stream, as well as Fedora et d'autres projets open source. Ces contributions renforcent la communauté EL. Ouais. C'est un peu... comment dire ? C'est un peu facile, je trouve, pour Rocky Linux de dire que... incroyable, ok. C'est un peu facile de dire... à Red Hat... de dire en face de Red Hat... que l'open source devrait toujours être librement accessible et complètement stable. On dirait un remix BSD et AT&T. Bah moi en fait ça me rappelle un truc, mais a priori ce serait pas forcément le même contexte. Il y a quelques années de ça, à l'époque où justement le projet CentOS était encore indépendant de Red Hat, Red Hat avait modifié la manière d'intégrer les patchs dans RHEL, puisque donc pour rappel, Red Hat Enterprise Linux, on a l'impression que c'est une distrib avec des versions antédiluviennes, mais ces versions antédiluviennes, elles ont malgré tout de nombreux correctifs. Typiquement le noyau 4.18 de RHEL 8, je crois que c'est la 8 qui a un 4.18. J'ai toujours pas essayé la 9, la honte. Ce noyau-là, il ressemble pas à un noyau 4.18 Vanilla. Il y a masse de correctifs, il y a masse de pilotes qui ont été ajoutés ou modifiés, justement pour pouvoir combler des vulnérabilités, pour pouvoir corriger des bugs que des clients ont remontés à Red Hat, pour pouvoir prendre en charge du matériel relativement récent, notamment des gammes de serveurs. Je pense à HP, Dell, Supermicro, Lenovo, IBM, forcément IBM, et d'autres, Fujitsu, Siemens, enfin bref, je ne vais pas lister tous les fabricants de serveurs, sinon on serait pas couché. Mais toujours est-il que dans ce cas de figure, il se trouve que ce que Red Hat avait décidé de faire, c'est qu'au lieu qu'il y ait un fichier par patch, eh bien Red Hat fournissait en fait un gros fichier qui contenait tous les patchs. Donc vous aviez les sources par exemple du noyau, et à côté vous aviez un gros fichier de patch, plus un fichier, alors pour fabriquer des RPM c'est un fichier spec, ça s'appelle comme ça, et donc en gros, au lieu d'avoir un patch qui dit je corrige telle vulnérabilité, un patch qui dit je corrige tel bug, vous aviez tout dans une seule archive. Et beaucoup de gens avaient dit à ce moment-là que l'objectif de ce changement, c'était en fait de rendre la tâche plus difficile à Oracle pour intégrer notamment ses propres patchs sur le noyau Unbreakable. Maintenant, si j'ai bien compris ce que fait Oracle, mais je pense que je vais essayer de faire de l'Oracle Linux, un de ces quatre,
pour vérifier, c'est qu'ils ont carrément une autre branche noyau, façon LRepo, si vous connaissez, où en gros ils vont plutôt maintenir un kernel LTS avec en se rapprochant des options de Red Hat, mais en ajoutant leur propre patch. Chevnet, j'ai pas compris l'utilité de CentOS Stream. Alors, CentOS Stream, comment on peut dire? Hey, salut Before That, salut Cookies. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. N'oubliez pas de vous hydrater. En gros, CentOS Stream. Salut Alain, j'espère que ça va. Pas trop chaud, j'espère. CentOS Stream. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? CentOS Stream est un upstream de RHEL, en fait. Enfin, c'est l'upstream de RHEL. Donc, en gros, si tu veux, quelque part, participer au développement de RHEL, c'est du côté de CentOS Stream qu'il faut contribuer. CentOS Stream, je pense que ce serait un peu réducteur de dire que c'est une RHEL bêta, mais quelque part on n'en est pas loin. Mais malgré tout, ça reste déjà plutôt stable. Moi je sais que j'ai 2 CentOS 8 que j'ai migré en stream, et globalement c'est resté très stable. L'acide de Debian. Non. Alors non, pas l'acide de Debian. Plutôt la testing. Alors, ce qui se passe, c'est que on n'est pas sur les mêmes échelles de temps avec Fedora. Fedora, sa durée de support, sa durée de maintenance, une Fedora, une release de Fedora, ça dure 1 an ou 1 an et demi, je crois. T'as une nouvelle release de Fedora tous les 6 mois. Et en fait, la distrib, elle est valide jusqu'à la N+2. Oui, c'est ça, on éprouve la qualité des nouveaux packages, ou en tout cas des mises à jour de packages. Après, CentOS Stream est déjà très stable. Enfin, en tout cas, à mon goût. Malheureusement, avec quelques inconvénients par rapport à l'ancienne CentOS et la RHEL, c'est qu'il y a certains trucs, justement, comme la compatibilité binaire, qui ne sont plus garantis. On pourrait... Alors, je sais pas si on peut dire seed, mais parce que j'ai jamais vraiment utilisé seed. Mais on pourrait... Enfin, Fedora étant utilisable au quotidien, je sais pas si seed est utilisable au quotidien, et c'est peut-être pas le but. Alors que les gens de chez Fedora, ils veulent quand même une distrib qui soit utilisable au quotidien. The qui nous dit seed est utilisable au quotidien. Je crois que The est un utilisateur de seed. Juste, il n'y a clairement pas de release, c'est au fur et à mesure. Bah, disons que voilà, au moins Fedora, il y a des releases régulières, tous les 6 mois environ. Et donc Before That qui nous continue en disant ils seront publiés soit entre 2 versions mineures de RHEL pour les security fix, ou alors dans la prochaine version mineure de RHEL. Après Fedora est probablement un peu plus prod ready qu'on pense. Hein. Moi aujourd'hui, à titre perso, vous avez pu remarquer, hein, mon serveur de HomeLab, il tourne sous Fedora. J'upgrade au fur et à mesure, et ça reste un hyperviseur assez stable. Et j'en ai même un deuxième sur un mini PC. C'est globalement stable. J'utilise de la Fedora comme environnement bureautique. C'est d'ailleurs grâce à cette Fedora que je suis en train de streamer. Donc
Mais oui, effectivement, comme le signal Before That, une fois, effectivement, en gros, d'après ce que j'ai compris, la prochaine RHEL, la prochaine release majeure de la RHEL, qui sera donc la 10, en fait, grosso modo, elle va être branchée, en gros, il va y avoir Fedora 40. Fedora 40 va être utilisé comme base pour faire CentOS 10 Stream, qui ensuite deviendra RHEL 10. Salut à toi Haribo, j'espère que ça va, pas trop chaud. Et mine de rien, je suis en train de la descendre assez vite la bouteille de grenadine. Hein. Pas de soucis Dino, j'espère que malgré tout, t'as passé un bon moment. En tout cas, merci d'être passé. Donc voilà un peu dans le résumé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens... Hey, salut Fixoulab. Allez, petit shoot-out à Fixou. Hop. Si j'avais pas eu des soucis justement avec OBS, hein, j'aurais enchaîné direct en prenant la place de Fixoulab qui ne stream pas aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, je vais vous en parler de mes blagues avec OBS. Ça a été folklorique. Donc pour l'anecdote, bon bah repose-toi Fixou, repose-toi, c'est le plus important. Faut pas ça sert à rien de streamer quand on n'est pas en forme. Moi justement, je fais le même choix quand je suis pas bien, quand j'ai eu une journée ultra crevante ou des trucs comme ça. Si je sens que j'ai pas l'énergie pour streamer, je préfère encore arrêter plutôt que vous imposer un mec qui tire une tête de 6 pieds de long, qui est pas en forme, qui va avancer à 2 à l'heure. C'est ça, il n'y a jamais d'obligation. C'est pas comme si je devais streamer pour vivre, quoi. Donc, la blague, je sais pas si... je sais pas, bah tiens, dans le cas de Fixou, ou pourquoi pas dans le cas d'Emile, mais il est à la plage, donc il va pas pouvoir nous répondre. Mais il se trouve que j'utilise OBS sous Linux. Et d'ailleurs, petite preuve, hein, hop, vous voyez là, tac, un OBS, hop là. Et en fait, cet OBS, comment je l'ai, entre guillemets, installé? Alors au début, quand j'ai commencé à streamer, j'ai utilisé les paquets disponibles dans RPM Fusion. RPM Fusion fournit des paquets RPM. L'OBS qui est dedans est parfaitement fonctionnel, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un détail, c'est que depuis, j'ai pas revérifié, mais je pense pas que ça ait changé. Depuis ce moment-là, en gros, le OBS qui est fourni par RPM Fusion ne contient pas le plugin browser. Et c'est un peu ennuyeux parce que ce plugin browser permet des trucs assez sympas. Si par exemple quelqu'un se met à follow la chaîne, ou si l'un d'entre vous lâche son sub, eh bien la petite animation que vous aurez au fond là-haut, eh bien elle provient du plugin browser. Et le chat, je crois que j'avais réussi à le mettre sans le plugin browser, mais que je l'ai adapté avec le plugin browser finalement parce que ça marche mieux. Et en fait, le seul build officiel de OBS qui est proposé et qui prend en charge le truc browser, où en fait on peut coller des URL, littéralement on a des objets de type URL dans OBS, et ben c'est en utilisant Flatpak. Alors moi ça me convient tout à fait, puisque globalement j'ai quelques applications en Flatpak, et par contre
Par contre, avant de passer au Flatpak, j'avais carrément recompilé moi-même OBS depuis les sources. Et je gardais mon OBS compilé à la main, tranquillou, en mode comment dire, en mode artisanal. Et j'attendais d'avoir des soucis avant de recompiler une nouvelle version. Alors c'était un peu ennuyeux parce que je me retrouvais toujours avec un snapshot de master à un instant T. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des soucis même pour recompiler OBS. Et d'où le fait que j'étais content de trouver le Flatpak. Et par contre, la blague, c'est que des fois, il y a des adhérences entre différents Flatpak et notamment les pilotes de cartes graphiques. Et en fait, il faut installer des Flatpaks supplémentaires, un peu comme des dépendances de package. Et il se trouve que je n'arrivais pas à installer. En gros, j'avais eu une mise à jour de mon driver graphique NVIDIA. J'avais eu une mise à jour de Flatpak, mais il me manquait la mise à jour de driver NVIDIA côté Flatpak. Puisqu'il y a un Flatpak spécial pour ça. Et en fait, après plusieurs tergiversations, plusieurs trucs en mode est-ce que je vais pas recompiler OBS? Ah non, j'y arrive toujours pas. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me fasse mes mises à jour de Flatpak en tant que root. Puisque Flatpak permet quand même d'installer des logiciels en tant qu'utilisateur simple. Ce que je pensais faire la plupart du temps. Mais pour ce truc-là, il faut les installer en tant que root. Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis 1 heure à lancer le live aujourd'hui. Fixolab qui a aussi Flatpak sous Linux Mint. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a que Ubuntu qui fait de la résistance à Flatpak. Question, si je te conteste demain, tu regarderas tranquillement après, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la fin du stream? Non, pas de notif normalement. Donc tu peux envoyer maintenant. Il n'y a pas de souci. Et donc, Chavenet qui demande si OBS est un projet open source. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est assez marrant, donc voilà, hein, il y a le lien vers GitHub. Et ce qui est assez cool, c'est que il propose aussi, voilà, guide de compilation, voir sur GitHub, télécharger sur FlatHub. Alors, je pense qu'ils ont détecté avec la détection de navigateur que j'étais sous Linux, donc ils me proposent, voilà, la version Linux. Nanana. Alors oui, ils font des deb aussi, je crois. Voilà, il y a un PPA. Mais en gros, visiblement, le FlatHub est... Alors, habituellement, j'ai pas trop de soucis non plus, Fixou. Mais bizarrement, cette fois-ci, il a fallu que je change mes habitudes. Et je me suis repris à plusieurs fois. Je me suis dit, ah mince, est-ce que j'ai un souci de noyaux? J'ai rebooté sur 2 noyaux différents. J'ai rebooté sur plein de trucs. Et puis... Et puis à la fin, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer mes mises à jour de Flatpak plutôt en tant que root. Et puis en fait, c'est passé. Je sais pas pourquoi il voulait pas télécharger, le message était pas explicite. Comme quoi il fallait passer root pour avoir les droits de mettre à jour ce Flatpak là. Pas le Flatpak OBS, mais le Flatpak NVIDIA propriétaire. Petit truc amusant d'ailleurs dont je me suis rendu compte durant ces petites blagues de Flatpak et d'OBS, c'est que OBS, alors c'est uniquement pour Windows par contre, OBS est disponible sur Steam. Hop, si je vais chercher OBS, voilà, OBS Studio, mais par contre il n'est disponible que pour Windows et macOS sur Steam. Donc j'ai trouvé ça assez amusant. Et Before That qui nous rappelle qu'effectivement Canonical promeut Snap. Je n'ai pas la moindre idée de savoir si techniquement Snap est plus intéressant que Flatpak. J'ai envie de dire j'utilise Flatpak parce que c'est plus facile que d'aller recompiler les logiciels.
que dans certains cas de figure, j'ai des versions encore plus récentes, ou parfois même des versions fonctionnelles. Honnêtement, c'est avec OBS que j'ai commencé à mettre un pied dans Flatpak. Hein. Bon appétit, Fixou. Bisous à toi aussi. Mais voilà, c'était franchement... c'était franchement comique. Je me demande si The Vengeur est toujours là. Tu voulais nous raconter quoi de beau, The Vengeur? Hop. Mais donc, ouais, pour en revenir à cette histoire de Rocky Linux, enfin, c'est un peu facile, je trouve, de la part de Rocky Linux de dire que l'open source devrait être librement accessible et complètement stable. Parce que mine de rien, ça a un coût de créer une distribution Linux. Même s'il y a des gens comme Debian qui arrivent à faire ça de façon, de façon complètement non-profit, j'ai envie de dire, il leur faut malgré tout des ressources matérielles, des ressources humaines. Oui, tout à fait, open source ne veut pas dire gratuit. Et parfois, je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir... J'aimerais bien pouvoir, par exemple, proposer des builds de paquets NetBSD. Je voudrais faire ce qu'on appelle du bulk build. J'aimerais bien pouvoir fournir un repo complet. Mais honnêtement, builder les dizaines de milliers de paquets NetBSD pour plusieurs versions, plusieurs architectures matérielles, ça réclame des ressources matérielles qui sont non négligeables, qui sont assez importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, à une époque où j'arrivais à lancer quand même encore quelques fois des builds de seulement 3-4 000 packages, il me fallait au bas mot une semaine pour une version de NetBSD sous AMD 64. Ah oui, non, mais chez Debian, oui, c'est des build farms. Sauf que faut les maintenir, ces build farms. Et puis, il faut aussi des gens pour les créer, les packages. Je pense que vous avez remarqué, j'ai fait combien de streams sur les paquets NetBSD? 4, 5 à 2 heures de stream. Donc ça fait que pour mettre à jour, je sais plus, j'ai fait 4 ou 5 packages. Salut Jean Dur. Et en fait, il faut les deux. Il faut les deux. J'ai fait juste de la petite mise à jour de package lors des streams, les streams package source. Et j'en ai eu, voilà, j'ai fait 4 ou 5 live, donc j'ai fait, on va dire, une dizaine d'heures de live. Et encore, j'étais un peu, c'était un peu en mode tranquillou, en mode chill. J'étais pas en mode je veux absolument tester sur 2 architectures différentes, sur 3 releases de NetBSD différentes, ce genre de choses là. Ok, il y a ChatGPT 5 qui arrive, on est sauvé. Alors le matos ça se trouve, oui c'est vrai, le matos ça se trouve. Et les bras, effectivement, c'est pas négligeable. Je vais vous donner un exemple. J'ai mis plus d'un an. À installer 2 machines physiques, 2 serveurs. Pour le compte de LinuxFR. Donc il y a 2 serveurs physiques qui ont passé plus d'un an
en mode stockage, pas allumé. Il fallait que, pour mettre en place ces machines, il fallait que j'achète des SSD, et 2, que je fasse les installations, et 3, qu'on aille en data center les racker. Pour aller en data center les racker, il fallait qu'on soit au moins 2. Et pour le reste, je m'en chargeais tout seul. Mais trouver le temps de réussir à faire ça, le faire, et ensuite s'organiser avec quelqu'un d'autre de l'assaut Linux à faire pour aller racker les machines, et avoir des interlocuteurs en face en data center, mine de rien, tout de suite, ça fait au moins 3 personnes à mobiliser. S'assurer que tout le monde est dispo au même moment, ce qui n'est pas évident. Pour du matériel qui effectivement a été en partie donné. Je dis en partie parce que je suis allé acheter des SSD. Pour que cela marche, nous disent il faudrait 1 du matos, 2 mettre en place l'archi de build auto, effectivement 3 des mainteneurs qui fassent le nécessaire pour fixer les paquets quand il y a des problèmes. Alors effectivement, il y a pour NetBSD, en tout cas pour les paquets NetBSD, il y a quand même des gens qui le font. Il y a quand même des gens qui ont mis en place ce genre de choses là. Si on va sur netbsd.org et qu'on va jeter un œil, je pense au mailing list. Alors mailing list, et on a une mailing qui s'appelle PKGSRC Bulk. Et là en fait sur cette mailing list, si on peut jeter un œil aux archives, en fait là il y a des gens qui en fait postent le résultat de leur compilation massive. Alors ils ne font que publier le résultat au sens est-ce qu'il y a des packages qui ont eu un échec de compilation. Ils ne proposent pas ce qu'on pourrait appeler les artefacts, ils ne proposent pas les packages. Certains les proposent, mais tous ne le font pas. MNX Cloud, c'est notamment Jonathan Perkin qui était chez Joyent, et il fait des builds sous SmartOS. Il fait aussi des builds sous CentOS. On a quelqu'un qui fait du build pour PowerPC par exemple. Il y en a même qui font des builds pour macOS. D'autres qui font du build pour NetBSD. On peut jeter un œil par exemple, vous voyez, NetBSD 9 x86-64. Et là on est carrément, en plus on est carrément dans le cas de ce que je vous montre ici, avec le build report. Vous remarquez que les adresses sont amd64-nb9.netbsd.org. Donc là c'est du build officiel. Et on peut voir les packages qui cassent et qui du coup par effet de bord en cassent plein, et les build failures en elles-mêmes. Normalement, puisque les noms des mainteneurs sont indiqués, et fort heureusement mon nom n'apparaît pas. Voilà, et là on l'a de manière un petit peu, parce que donc là c'est le mail qui est en mode texte, et là on a la même chose mais en HTML avec les petits messages d'erreur et les statuts de est-ce que le package n'a pas compilé parce qu'il lui manque une dépendance, parce qu'il a fait une erreur, et dans ce cas-là il faut aller chercher le log qui indiquera la bonne erreur. Mais tout ça c'est énormément de travail en fait. Et il faut les ressources, non seulement les machines, mais l'hébergement, la bande passante, l'électricité, ce genre de choses. Alors il y a des entreprises qui fournissent du matériel, il y a des entreprises qui fournissent de l'hébergement, merci à elles. Il y a des gens des particuliers qui vont donner de l'argent justement pour aider à avoir des ressources matérielles. Merci à ces gens-là, puisque ce sont ces gens-là qui font vivre l'open source. Et dans le cas de NetBSD, contrairement au noyau Linux, c'est pas forcément garanti que la majorité des contributeurs soient embauchés pour contribuer. Après, il ne faut pas oublier qu'une société qui embauche des gens pour contribuer à un projet open source,
ils le font pas par bonté d'âme, ils le font aussi parce que ça leur apporte quelque chose. Si demain je venais à être employé d'une entreprise qui me dit tiens, on voudrait que tu packages pour NetBSD de façon professionnelle, ce serait pas pour packager les paquets que moi j'ai envie. Ce serait pour packager les trucs que la société souhaite voir packagés. Donc, donc pour en revenir au fait que c'est un peu facile de dire ouais, ça devrait être librement accessible. Aujourd'hui, on a certes des facilités pour des projets open source, d'avoir accès, de pouvoir fournir des codes sources, pouvoir fournir aussi des versions binaires assez facilement. Aujourd'hui, typiquement entre GitHub, GitLab, Bitbucket, SourceForge, il y en a plein. Qui permettent qui fournissent des ressources d'hébergement, de téléchargement, de mise à disposition de façon gratuite, mais faut pas se voiler la face. Si des services comme GitHub, comme GitLab, comme Bitbucket ou comme SourceForge aujourd'hui sont encore actifs, sont encore debout, proposent encore leurs services, c'est parce que tous ces services proposent une offre payante et qu'il y a des gens qui payent. Et que ces gens qui payent, ils payent pour le service qui leur est rendu. Je pense aux versions entreprises. Mais ça veut dire aussi que les entreprises qui fournissent ces services de mise à disposition de forge logicielle, l'argent des versions payantes sert aussi à héberger les versions gratuites. C'est quelque part le même modèle pour celles et ceux qui connaissent le salon Open Source Experience, qui avant s'appelait Solutions Linux. Voilà, Open Source Experience. Aujourd'hui, normalement, moi par exemple, je serai présent les 6 et 7 décembre 2023 sur le stand de linuxfr.org. J'y serai présent. Et il se trouve que LinuxFR ne paye pas pour son stand, comme toutes les associations du libre qui seront présentes à ce salon. Aucune d'entre elles ne paye son stand, parce que en fait, les entreprises qui viennent sur ce salon, elles payent le leur, et la somme des paiements des stands pour le Palais des Congrès finance la présence des associations. Tout à fait, Chavenès, c'est un modèle de business. Freemium, le gratuit, c'est le budget pub. On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Il va d'ailleurs y avoir Red Hat comme partenaire. Ah bah je serais ravi, ils y sont chaque année, hein, Red Hat. Ils sont chaque année à ce salon-là, quasiment. Et donc, je vais... alors, pendant que The Venger va raconter son histoire, je vais peut-être attendre qu'il a tout raconté avant de lire. Faut voir aussi qu'à la base, Red Hat Linux, puis Red Hat Enterprise Linux, puis Fedora, c'est des trucs sur Red Hat, mais de l'argent dedans vient fabriquer quelque chose. Et là, Kurtzer, il dit ouais, mais moi je voudrais aussi avoir mon droit de comment tu fais les choses. Quelque part, imaginez, on va reprendre l'analogie parce que c'est une analogie assez classique. Du monde de l'open source. C'est imaginez que Red Hat, en fait, c'est un cuisinier. Le mec, il est en train de faire sa tambouille, son plat, son gâteau, et en plus, il publie la recette. Et Grégory Kurtzer, il arrive, il prend la recette, et il décide de filer gratos d'autres gâteaux avec la même recette.
Alors déjà d'une, quand on est Red Hat, j'imagine qu'on doit la voir mauvaise. Quand il y a des gens comme Oracle ou comme Rocky qui viennent, entre guillemets, vendre moins cher qu'eux. Enfin, je dis vendre moins cher, je sais pas exactement quels sont les tarifs. Et mais en tout cas, les concurrents arrivent en ayant pris la recette. Mais après, c'est le jeu parce que Red Hat a filé la recette. Sauf que là, ce que Kurzweil est en train de dire, c'est non mais je veux pas seulement la recette, je veux aussi influer sur les prochaines itérations de ta recette. Parce qu'il dit, pour moi, il dit ça aussi, c'est qu'en gros, voilà, il dit open source value collaboration, ça devrait pas être contrôlé par une seule entreprise. Là, là pour moi, très, très clairement, ce qu'il dit, c'est ouais, je veux aussi décider de ce qu'on met dedans. Sauf que Red Hat a obtenu gratuitement les ingrédients du gâteau. Alors, before that, oui, tout à fait. Red Hat a obtenu gratuitement les ingrédients du gâteau. Il a obtenu... alors, les ingrédients, je sais pas si on peut dire les ingrédients, parce que oui, on peut dire ça, les ingrédients du gâteau ont été obtenus gratuitement, mais ce que Red Hat apporte comme valeur ajoutée à ces ingrédients, bruts de décoffrage, c'est qu'il a des gens, on va dire le cuisinier Red Hat, il a des commis qui vont aller aider les gens qui viennent... Enfin, il a des commis qui vont justement aller sélectionner ces ingrédients-là, qui vont aider à j'ai envie de dire, à la création de ces ingrédients-là, de façon à ce que le gâteau soit excellent, et au goût de tous les clients. Cela ne remet en cause le travail de Red Hat en termes de QA. Je suis pas sûr de comprendre before that. Cela ne remet pas en cause le travail de Red Hat en termes de QA. Ah, mais il y a énormément de boulot. Et en plus, ce qui était assez intéressant... ok, donc c'est bon, j'ai compris, merci before that. Un truc que j'avais trouvé assez chouette en termes d'état d'esprit de la part de CentOS pré-rachat, et pour ça, hop... est-ce qu'il y avait... Ah tiens, on n'avait pas remis ça les... Ah non, il n'y avait pas eu. Si je fais... entrevue CentOS... non... Si je tape interview plutôt. Non plus. Parce qu'on avait... Chez LinuxAffaires, on avait interviewé des gens de chez CentOS avant le... avant le rachat. Enfin, le rachat. On va retourner sur LinuxAffaires. Je vais aller chercher plutôt avec mon compte. Je vous demande un petit instant parce que je trouve que c'est intéressant comme lien à récupérer. Et... hop, et hop. Alors, je vais le retrouver. Je vais le retrouver ce truc. Je vous demande 2 petites minutes. C'est fou ça. Ah voilà. Entretien avec les membres francophones de CentOS. Allez, copier le lien.
Hop. Alors, je viens de voir le pavé de The Vengeur. Je termine ça et je vais vous filer le lien. Hop. Voilà, déjà, hop, je vous file aussi le lien. Et en gros, ce que j'avais trouvé assez fou, c'est que en gros, déjà d'une, ce qu'il disait, c'est que déjà d'une, voilà, c'est que Red Hat fournit le code source et la recette pour construire, et c'est déjà beaucoup. Et ensuite, les gens donc reconstruisent les RPM. La difficulté avec l'environnement pour appliquer ces recettes n'est pas connue. C'est un processus itératif, nanana, le protocole avait été publié. En revanche, ce n'est pas la vocation de CentOS de fournir cette recette non plus. Et je sais plus, il y a un moment où il disait que finalement, c'était quand même, finalement, CentOS arrivait à faire quelque part de l'assurance qualité supplémentaire, en fait. Voilà. En plus, il y avait quelqu'un qui faisait de l'assurance qualité. Et pas mal de tests. Enfin voilà, c'était assez sympa à lire. Donc je vous recommande de le lire malgré tout. Et en fait, si ça se trouve, je pense que si des gens comme Rocky Linux s'y prenaient autrement dans leur manière de communiquer avec Red Hat, bah peut-être que ça passerait mieux. Ça passerait beaucoup mieux. Parce que quand on lit ça, franchement, on se rend compte que les gens à l'époque où le projet CentOS était uniquement communautaire, et ben on voit qu'ils avaient quand même un certain respect, un certain respect pour ce qu'ils appelaient à l'époque de façon pudique le upstream vendor. Alors, The Vengeur qui nous dit « J'ai une idée de business il y a quelques temps, ça implique du serveur, du coup j'ai investi dans du reconditionné, 4 petites machines SFF. Oh, cool. Je vais y mettre du Proxmox avec ClusterCef en Erasure Coding, d'où l'importance des 4 machines. Je vais dans un premier temps faire pas mal d'automatisation pour voir si le business est périn. Ok. Et j'ai donc passé mon après-midi à installer un nouveau disjoncteur dans mon tableau électrique et tirer une prise pour cette mini-infra, j'ai eu chaud. Oh là oui, oh là oui. Eh ben, c'est une sacrée histoire, ça, The Vengeur, dis donc, Alors, je suis curieux, de savoir si tu as fait le calcul à te demander si ça valait plus le coup effectivement d'acheter des petites machines SFF et d'aller devoir installer un disjoncteur sur ton tableau électrique et tirer une prise, parce que visiblement tu n'as pas peur de faire du travaux électrique assez lourd. Est-ce que c'était plus intéressant financièrement de faire ça plutôt que de louer des serveurs dédiés par exemple? Et effectivement, alors le GitHub. Surtout en France, visiblement. France, Europe et le monde. Ah ouais, la totale. Et il y a même les archives. Et si on descend effectivement, qu'on va jusqu'en octobre, novembre et décembre, et effectivement, c'est précisé Open Source Experience avec le site. Le Call for Paper est... Ah, c'est jusqu'à demain le Call for Paper. Alors honnêtement, je pense que si, en supposant que je sois sélectionné, je sais pas si ce serait une bonne idée que je réponde au Call for Paper. J'avais eu une idée. Vous avez remarqué que j'aime bien garder des machines assez longtemps. Et je me demandais si j'allais pas justement faire un retour d'expérience sur le fait d'avoir des machines qui ont plus de 10 ans à titre perso.
Mais parce que je pense que ça pourrait rentrer dans certaines cases parce qu'il parle notamment d'écologie à un moment. Mais honnêtement, je pense pas que j'aurai le temps de créer une présentation complète qui tient sur, je sais plus, 30 ou 45 minutes. D'ici décembre. J'ai pas mal de choses à faire. Alors, tu avais vu des dédiés chez Etzner, c'était 60 € le mois. En 10 mois, ça te coûtait plus cher. Donc, t'es allé faire le calcul quand même, ça c'est cool. Mais tu n'avais pas le même niveau de feature que tu aurais on-prem. En tout cas, merci pour les idées, le reconditionner, ça vient de toi. Et tu vas faire du DinFi. Machine physique ou install qui dure aussi longtemps. Je parlais de machine physique. Parce que, effectivement, en termes d'install, à 60 € j'en avais qu'un, là tu en as 4. Ok. Oui, c'est vrai que ça a quand même ses avantages d'avoir une machine à côté de soi sur laquelle on peut faire des manips, et si jamais on casse tout, et ben, on est juste à côté. Et donc, tu as eu 4 machines pour 60 €. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as récupéré pour 60 € comme machine. Ah, 4 pour 600, d'accord. Ouais, donc ça fait 150 € la machine. 150 € la machine. Ouais, en SFF, t'as pu peut-être récupérer des petits trucs sympas. Je suis curieux. Je suis curieux. Ah, il y a déjà des trucs pour 2024 hein, sur le dépôt. Mois de juillet 2024. Ah ouais. Et B. SFF, ça veut dire Small Form Factor. Tu me mets les liens sur Discord. Ah bah, je vais allumer le Discord sur ce PC là. Hop là. Small Form Facture. Non, Factor, pas facture. Tu peux le mettre dans les liens divers, The Vengeurs, si tu le souhaites. D'ailleurs, l'occasion de vous signaler la présence d'un Discord pour la chaîne. Il suffit d'aller jeter un œil par ici. Ou alors, là-haut, suffit de faire point d'exclamation socials et vous allez tomber sur anotherhomepage.org où vous allez retrouver tous les liens. Si je vous montre anotherhomepage.org, vous allez retrouver tous les liens sociaux, notamment mon profil GitHub, cette chaîne Twitch, la chaîne YouTube sur laquelle il y a des vieilles vidéos, le Twitter, le Mastodon, bien entendu le Discord et d'autres choses. Et moi, pour le moment, en fait, le Proxmox, hein, il est vide, bien entendu, puisque j'ai juste eu le temps de l'installer. J'ai fait click next, next, next au début du live 10 000. Et je n'y ai pas encore touché, mais je pense pas qu'on en fera en live du Proxmox. En tout cas, pas tout de suite. Je vais me faire un peu la main dessus. Je sais pas si on peut voir les specs matériels de la machine directement dans l'interface web. Résumé, ressources. Sérieux, j'avais laissé 4 Go de RAM sur la machine, seulement 4 ? C'est posté, il y a 2 types de machines. Allons voir ça ensemble. Alors bien entendu, hop, les liens. Hop. Continuer sans accepter. Ah, HP ProDesk. i5 6ème génération. Ok. 16 Go de RAM, pas mal. 240 Go de SSD, ok, cool.
Produit reconditionné, ça c'est chouette. Copier le lien. Et le deuxième. Et le deuxième, c'est un Lenovo. Avec un i5 de 4e génération. Ah ouais, mais moins de 100 €. Garantie 2 ans. Ah, c'est cool. Le reconditionné t'offre quand même une garantie. Ça, c'est intéressant. Hop, pardon. C'est quand même assez intéressant. Pas de problème de température. Oh, je pense qu'en achetant une pâte thermique de qualité et en refaisant la pâte thermique, il y a moyen. Je pense que ça tourne bien. Après, voilà, c'est du i5. 8 Go de RAM. Bon, effectivement, en même temps, la machine est beaucoup moins chère, hein, mais... Hop. Alors, c'est pas un Dell, c'est un HP, celui-ci. Mais oui, Dell fait aussi des PC en small form factor. Before that, je pense pas que ce soit du passif. Je pense pas. Tiens, c'est marrant qu'ils disent des DDR4 pour de la 6ème gêne. Je pensais que c'était toujours de la DDR3. 16 Go, mémoire extensible jusqu'à 32. Il y a des ventilateurs, tu confirmes. Ok. Par contre, alors je sais pas si tu les as installés et que tu as la main dessus déjà, mais à mon avis, c'est de la DDR3, hein, c'est pas de la DDR4 hein, sur les HP. Je pense que c'est une erreur du vendeur. Hein. Ah, Serialata 600, ok. 2,5 pouces. Donc tu peux changer les SSD sur le Dell. Mais quel Dell? Parce que là, moi, j'ai juste vu du HP et du Lenovo. Hop. Tu me dis en live. Et l'autre i5 45 90T, ça c'est de la DDR3, ça c'est sûr. Je sais pas si s'ils ont mis des... Non, il a pas mis de truc. Alors, le Lenovo, c'est du 4ème génération. Du i5 45 90T. Et le HP, par contre... C'est aussi du i5, mais c'est du i5. Ils ont dit 6400T. Pas de soucis, The Vengeur. C'est déjà gentil d'être passé. Merci pour les liens. Ça peut peut-être te donner des... ça peut peut-être donner des idées. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce i5 6400T? Tiens, on va aller jeter un œil sur chez Intel. Ah, il fait les deux. Ah oui, effectivement, il gère de la DDR4 et de la DDR3. Ok. Et ben aujourd'hui, j'ai appris un truc. Tiens, d'ailleurs, je suis curieux aussi d'un autre truc. Est-ce que par hasard... Bah, 32 Go de RAM, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Je voulais voir... Socket supporté FCLGA 1151. Alors, il dit quoi que c'est de... Il dit que c'est de l'embedded ou c'est du desktop. Vertical segment desktop. Hop.
4 corps, 4 threads. Ouais. L'été, ce sont les bases conso. D'accord. Vu le format, tu peux pas mettre plusieurs cartes réseau. TDP 35 watts. Ouais, donc, ah oui, ouais, bon, vous les avez trouvés vous-même, les liens, visiblement. Je vais quand même... Hop. Hop. Je vais le mettre pour celles et ceux qui se demandent. Hop. Et je vais rajouter dans les liens du live du Discord. Et alors, ce qui est amusant, la question que je me pose... oui, c'est certain, Before That. C'est oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que la machine annonce 32 Go max, je crois. Voilà, alors il dit quoi? 16 Go. Non, et là, ils disent 16 Go. Mais a priori, alors bon, vu que c'est de la SODIMM, ça va pas forcément être évident. Mais dans l'absolu, il pourrait monter jusqu'à 64 Go. En ayant des barrettes de 32, mais alors... je sais pas s'il y a des barrettes de 32 en SODIMM DDR4. Je ne sais pas. Et si jamais on voulait remplacer le CPU sur ce genre de petite bestiole fort sympathique, on a vu que c'était un... FCLGA 1151. Alors, normalement, on va se retrouver avec... Voilà, je voulais ça. Je voulais la page Wikipédia. Qu'est-ce qu'on a en LGA 1151 ? C'était quoi comme gène? Skylake. Ok. En 32 Go, DDR4 SODIMM, ça se trouve. T'en as upgradé une dizaine. Ah, d'accord. Donc, Skylake. Après, il faut voir selon le chipset qui est mis sur la carte mère. Bon, en termes de mémoire, effectivement, il y a moyen de gonfler encore. Mais 16 Go, c'est déjà pas mal. Ce que j'aurais aimé voir, c'est s'il y avait moyen de faire un joujou avec des CPU un peu plus, avec un peu plus de cœur. Par curiosité, hein. A priori, il faut peut-être regarder chez Kaby Lake. En termes de CPU, est-ce qu'il y a eu des... Ça, c'est... Alors, il y a eu des Core i7 en 7ème gène, ouais, mais... Alors, est-ce que les 7ème gènes passeraient? Je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut changer le CPU là-dessus? C'est quoi le modèle? Hop. Si on va chercher le mode d'emploi. Alors. Maintenant, c'est service. Hop. Alors. D'accord. Mémoire. Donc ça déjà, remplacement de la SODIMM. Ok. Hard drive. Processeur.
Il faut trouver un CPU avec un TDP pas trop éloigné de 35 watts. Effectivement. Ah, on peut enlever le heatsink et le... Alors, bah tiens, on va déjà regarder le... Vous voyez déjà le ventilateur. Je sais pas avec qui on se disait que ça ressemblait à un que c'était probablement un ventilateur d'ordinateur portable. Vu la tête du truc, effectivement, ça ressemble à un ventilateur d'ordinateur portable en un peu plus épais quand même. Et ensuite, alors, le heatsink, qui est juste après, voilà. Donc on a quelque chose qui est effectivement semblable un peu, hein, juste en un peu plus épais par rapport à du... Ouais, c'est bien plus épais, on est d'accord, mais le principe reste le même. Hein. C'est qu'on a un ventilateur qui, au lieu de souffler en fait en haut, là, il vient souffler sur le côté. Et le heatsink, lui, il est vraiment... il est vraiment, voilà, c'est fait pour envoyer de ce côté-là. Et voilà, le heatsink avec de la pâte thermique. Et le processeur est sur un socket. Et... ok. Et si je reviens là... on disait que c'était un HP... oula, non, ça je m'en fiche. On a dit que c'était un 800 G3. A priori, on peut aller jusqu'à 65 watts de TDP avec cette machine-là. On peut mettre un Core i7 7700. Après, est-ce que le Core i7 risque pas d'être... de finir en... comment dire, en PLS? Ça, c'est autre chose. Salut Adrien, j'espère que ça va. Est-ce qu'il me reste de l'eau, moi? Hydratez-vous, les gens. Il n'y a pas de souci, Adrien. Honnêtement, c'est un live impromptu, improvisé. On est juste un peu en mode papotage tech. Pour ça que j'ai appelé le truc open bar. Il n'y avait pas de... il n'y avait rien de particulier. À part dire comment j'ai galéré pour que OBS daigne s'allumer. T'es pas souvent là le samedi? Ah non, non, je stream pas habituellement le samedi. Tiens, je suis curieux, le 7700, il donne quoi face au... si on retourne voir, on a ici... On va ajouter à la comparaison ici. Et on va aller chercher, c'est le i7 7700. Alors tiens, on va mettre le 7700T aussi parce qu'il était dans la liste. Hop. Allez, on ajoute et on ajoute. Hop. Alors, donc effectivement, on passe de 4 cœurs cast thread avec dans les deux cas 4 cœurs bis thread. Avec un turbo qui est pas négligeable quand même. C'est lequel le 7700T? C'est celui-ci. Ok. Donc on passe d'une fréquence de base de 2 Go 2 à 2 Go 9. On passe de 6 à 8 mégas de cache. 3 Go 6 même pour le 7700 tout court. La vitesse de bus ne change pas. Mais effectivement, le TDP reste le même. Ah, il y a moyen de baisser la fréquence jusqu'à 1 Go 9 facile. Et on peut le descendre le TDP à 25 watts. Donc effectivement, le 7700T, ça peut être une bonne upgrade. Après, la question qu'on peut se poser aussi, parce que bon, notre ami The Vengeur, on a quand même eu pour 600 balles de machine. Changer 2 CPU sur 4 déjà, ça va coûter combien? Si je vais sur eBay et que je dis i7, je dis i7-7700T. Non, là il est écrit 770. Hop. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Alors, je vais trier par prix. Ah,
Ah bon, 30 balles de livraison à 77 € alors que l'autre à 83, il est à 5 € de livraison. Ça lui fait du 88 pour un seul. Et là par contre on est à plus de 100 balles. Et là, hop, bah c'est très simple, on n'a pas de i7 7700T de dispo. Il n'y a que du i3, du i5, du Pentium ou du Celeron. Et je vois même pas de 7000... Je vois du i7 6700 dans les grisés. Mais non, rien de... Donc voilà, donc en gros, faudrait compter... faudrait compter un petit billet de 160 en plus pour faire un upgrade. Mais si ça se trouve, par rapport à ce qu'il va faire, les Core i5 vont être amplement suffisants. Mais là, il n'y en a qu'un en plus. Donc ça veut dire qu'il faudrait en reprendre un deuxième d'ailleurs. 110 € sur AliExpress? Ok. C'est quand même un petit billet. Hein. Mais voilà. C'est intéressant de voir que même ces mini PC là, on peut avoir des upgrades CPU. Donc si jamais des fois vous avez des... si jamais vous voulez un peu plus de patates sur des petites machines comme ça, mine de rien. Enfin, je sais pas, mais moi, on me file une machine comme ça, il y a un Celeron dedans, j'essaie de passer sur un Core i5. Modulo le prix, bien entendu. Bien, ma foi, c'était fort instructif tout ça, avec ces petites machines-là. Ah, j'avoue que... Bon, après, 4ème gen, ça commence à faire vieux. Mais... Mais le prix reste raisonnable. Honnêtement, 100 balles, ça va. Bien. Sinon, il faut regarder les promotions sur Mini Machine. Oui. Mais après, à moins de 100 €, je sais pas du tout si on trouve de la machine neuve. Bon, là, je tombe sur une actu, mais... Bon plan mis à jour 22 juin. Parce que là, voilà, tout de suite, le mini PC, là, alors certes, un Core i5 de 11ème gen, mais on est à 300 €. Pareil, Core i7 de 11ème gen, on est à plus de 300. Alors, là, par contre, on est à 150. On est à 150. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Il y a un Celeron N5105. 8 Go de RAM, 256 Go de SSD en M.2, ok. Une baie de pouce et demi SATA 3. Ouais, après faut voir il vaut quoi ce Celeron. Si je l'ajoute au comparatif, on va rire. Alors certes, il est en 10 nanomètres, 4 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2 GHz, il a 4 mégas de cache. Ah, il a un TDP qui est vraiment moins... Fréquence de rafale. Je sais pas pourquoi ils appellent ça une fréquence de rafale. À mon avis, c'est le turbo. C'est juste qu'ils ont changé le nom du truc. 2 Go 8, 2 Go 9, ok. Oui, donc la puce graphique est forcément plus récente. Du 4K à 60 Hz.
Ouais, mais globalement, les... Ah, alors... À voir aussi, parce que mine de rien, il y a quand même des... sur les machines que nous a montré The Venger, il y avait quand même un peu de place, j'ai l'impression, pour une carte PCI, non? La HP, j'ai l'impression qu'il y avait une carte... Hop. Si on regarde le truc à l'arrière... Ah non, il n'y a pas de place pour une carte. Mince. Le HP, non. Et le Lenovo... Ouais, le Lenovo non plus. Hein. Les machines sont vraiment petites, effectivement. Donc ok. Après, ouais, effectivement, il y a du Bluetooth, Ethernet Giga, des USB 3, des HDMI. Ah, j'avoue, là, celle-ci... Alors le truc, c'est que par contre, effectivement... C'est ce 4.2. Ah, les autres ont de l'AVX2. Les autres machines ont un AVX2. Enfin, en tout cas, au moins celle-ci a un AVX2, ce qui est intéressant. Ok, il y a de l'AES, ENI, ok. Technologie de virtualisation, c'est bon, il y a la totale. Ah, ça se vaut. Ça se vaut. Donc, limité à 16 Go de RAM, bon. Bon, après... Pareil, 300 €. Ah, 149, mais avec un N5095. Donc il doit être un petit peu moins bien, je suppose. DDR4 monocanal. Évolutif 16 Go, mais si c'est que du monocanal, ça... Ouais, bon. Ok, donc on peut trouver des petites... Tiens, le retour d'une Intel N100. Oula. 8 Go. Alors DDR5 mais soudé, donc ça commence déjà mal. 512 Go. Ok. Mine de rien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec... Alors je crois qu'on est sur la fin, hein, mais avec la pénurie des Raspberry Pi... ce genre de machine. Oh, puis en plus, il y a 2 Ethernet Giga. Tiens, c'est intéressant. Il y a moyen, effectivement, il y a moyen de s'amuser avec ça. Sur Ali, tu peux trouver des mini PC N5100 pour moins de 130 €. Ouais, mais AliExpress, remarque, tu me diras, là, le stock, voilà, Geek Buying, stock Chine. Ouais. Hey, merci beaucoup pour le follow, Diablo. Merci à toi. « 149, 168, 16 Go de RAM. » Ah, là, j'avoue que effectivement, avec 2 interfaces Ethernet... Oui, la pénurie devait être finie en septembre, effectivement. Mais là, en plus, on se retrouve quand même avec double Ethernet, ce qui est quand même pas négligeable. Avec ça, on fait des petits routeurs. Hein. Et bah écoute, on papote Diablo, on papote tech. Hop là.
Hop. Mais oui, effectivement, là, les mini PC, ils sont... Ouais, 512 Go la carte mémoire à 40 balles, ça va. Mais bref, toujours est-il que, effectivement, à partir de... à 150 € environ, 150-170 €, il y a moyen d'avoir des petites machines neuves qui sont effectivement... Oh punaise, 135 €. Ah ouais, mais c'est du Celeron. Ah bah c'est le même Celeron que tout à l'heure. Il a l'air un peu plus gros par contre. Bon, remarque, il est pas plus gros que les mini PC qu'a acheté The Vengeur. Et il y a du NVMe. Bon, après, pareil, la problématique, c'est que voilà, c'est des trucs qui sont vendus, pareil pour les machines sur AliExpress que Before mentionnait. C'est du stock en Chine. Et c'est du Celeron, c'est de l'entrée de gamme. De ce qu'on vient de voir avec le petit HP, c'est vrai qu'il y a quand même encore quelques possibilités d'évolution. Bien. Il est déjà 8h30. Je vous avoue que je commence à avoir les crocs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste peut-être là pour ce soir. Alors, je sais, j'ai fait que 1h40 de live. D'habitude, j'aime bien faire 2 heures. Mais là, je crois qu'on arrive au bout des sujets. Donc, j'avais envie de papoter. Ainsi que ce que nous avait montré Vengeur. Est-ce que on n'irait pas se faire un petit raid s'il y a des gens à raider? Est-ce que j'ai des gens à raider moi dans les copains? Hop là. J'ai personne dans les copains qui est en ligne. Fichtre alors. Ah ouais, j'ai vraiment personne dans les copains. Et je vois pas grand chose dans les... Hop. Si on allait jeter un œil dans les catégories sciences et technologies, chaîne live. Ouais. Pas grand chose on dirait. En même temps c'est samedi soir, hein. Donc je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Et tout d'abord merci d'avoir répondu présent ce soir. C'était quand même fort sympathique et ça me permet d'être certain que demain le live aura lieu. Puisque habituellement je fais mes lives les jeudis et les dimanches. Donc j'en profite, petit rappel. Je vais d'ailleurs revérifier sur le petit message que j'avais mis sur Discord. Donc je stream demain, ça ne change pas. Par contre, jeudi de la semaine prochaine, je ne streamerai pas. Et le dimanche qui suit non plus. Je vais voir s'il n'y a pas moyen que je refasse peut-être un stream improvisé comme ça le samedi de la semaine prochaine. Pas de souci, Before That. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'était très instructif, très intéressant. Donc, bonne soirée à toi aussi. Donc, habituellement, je stream les jeudis et les dimanches. Et je fais rarement des streams de papotage comme ça. Le stream de demain, par exemple, on va faire joujou avec un vieux Switch Cisco. Et je crois me rappeler que je voulais faire de l'agrégat de port. Donc j'ai hâte. Voilou. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain 18h. Et tu vas essayer d'être là pour le début. ça va être le. Je pense que ça va être comique. Je pense qu'on va bien se casser les dents sur les trucs. Donc encore une fois, bonne soirée. Amusez-vous bien. À demain pour le Switch Cisco et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.